Je suis Florence Lausier, militante qui s'est intéressée à la question et qui a assisté à l'ensemble des réunions de la plateforme emploi-climat. Mais je vous demande beaucoup de bienveillance, puisque effectivement, je n'ai pas la compétence et la technicité de Maxime. Toujours est-il que c'est un exercice d'éducation populaire, et comme je fais partie d'Attaque, on verra si je suis capable d'être à la hauteur des ambitions d'Attaque en matière d'éducation populaire. Alors, la première diapo, c'est pour vous expliquer un peu d'où on vient, qu'est-ce que c'est que cette plateforme. En fait, ce sont des associations environnementales, sociales, d'éducation populaire et des organisations syndicales qui, après la coalition Climat 21, ont décidé de continuer ensemble pour répondre à cette difficile question qui n'avait pas été suffisamment traitée pendant la coalition Climat 21. Comment combiner justice sociale et justice climatique. On avait beaucoup parlé de la justice climatique, mais on n'avait pas lié la justice climatique à nos yeux assez fortement avec la question de la justice sociale, et c'était un frein pour le développement d'un large mouvement dans l'avenir. Et d'ailleurs, après l'effervescence, à plusieurs titres d'ailleurs, de la coalition Climat 21, la lutte contre le dérèglement climatique est un peu passée à l'as. Donc on s'est réunis pendant 1 an. Diapo suivante. Alors, les signataires, maintenant on est à peu près une vingtaine d'associations ou d'organisations, ça augmente très régulièrement, on est parti à 5 ou 6, et puis on s'est réunis et de façon à... Alors, d'abord, ce rapport, il ne vient pas de nulle part, on n'a pas eu l'idée de génie. En fait, on a pris la suite d'un certain nombre de pays qui avaient déjà travaillé sur la question, et en particulier le Royaume-Uni, qui il y a plusieurs années a déjà lancé une première campagne sur 1 million climate jobs, donc 1 million d'emplois pour le climat. En 2014, ils ont publié leur 3e version, et vous voyez qu'il y a d'autres pays qui ont suivi, et des pays aussi divers que l'Afrique du Sud, la Norvège, qui pourtant est un pays qui vit sur les rentes pétrolières, l'État de New York, dont on se demande effectivement maintenant comment il va développer sa campagne, ça va être un peu plus compliqué, le Portugal, donc on s'est inscrit, nous, dans cette dynamique pour réfléchir à cette question. Diapo suivante. Alors, la première production au bout d'1 an, c'est le rapport que nous avons publié donc avec les organisations et les associations au mois de janvier. C'est une première version qu'on soumet au débat public en sachant très bien il a ses limites, il est perfectible, il est critiquable, il faut en débattre et il va évoluer en fonction des contributions. Et Philippe vient de vous signaler que par exemple Jean Gadret a déjà fait une première contribution pour montrer qu'effectivement l'égalité homme-femme était peu respectée ou voire était mise à mal dans ce rapport, et donc il y a une contribution sur le site Emploi Climat de Jean Gadret sur ce sujet. Donc effectivement, on espère qu'au fur et à mesure des analyses, des débats et des critiques constructives, les questions seront mises en débat, c'est fait pour ça, et des contributions amélioreront cette première version qui est la première PR d'une campagne. Alors, la première diapo suivante, la première partie du rapport, qui a 3 parties, fait une sorte d'état des lieux. La crise climatique et la crise sociale, en fait, sont les 2 faces d'une même crise. Et si le slogan qu'on a quand même entendu donc, lors de la coalition Climat 21, c'était « pas d'emploi sur une planète morte », on a pris le contre-pied en disant « oui, mais il y aura des millions d'emplois pour garder la planète vivante ». Et donc, ça nous a paru une porte d'entrée, les emplois pour le climat, intéressante pour que le public réalise que, contrairement à ce qui est souvent vécu, perçu et dit, des politiques climatiques ambitieuses ne vont pas détruire les emplois, ce qui est un frein à toute politique climatique ambitieuse. On l'a vu dans des tas de circonstances, y compris cette année, mais au contraire va en créer. Alors comment on a procédé? La première crise, c'était crise climatique, et
effectivement, comme Philippe vous a dit, et on n'a plus beaucoup de temps, hein, en 2030, on aura, même avec les engagements qui ne sont pas donc contraignants de l'accord de Paris, on aura mangé 75% de notre budget carbone. Hein. Donc on voit que la transition, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Hein. Mais il va falloir effectivement qu'elle s'accompagne de tas de mesures et d'un avenir attractif, sinon, et d'une pression citoyenne et de la société civile importante, sinon, en 2100, on ne sera peut-être plus là, mais ceux qui nous succéderont seront dans un sale état. Donc, mais la question de l'emploi est effectivement au cœur de la crise aussi, d'une crise majeure. 10% de chômeurs depuis des décennies, une précarité qui s'accroît, des inégalités sociales qui sont et deviennent de plus en plus insupportables. Donc, faire de la priorité contre le dérèglement climatique une priorité par rapport à la crise sociale est assez difficile. Donc, pour se faire entendre, et parce que c'est la réalité en fait, c'est une exigence, hein, de coupler la justice climatique et la lutte contre le réchauffement climatique et la justice sociale. Diapo suivante. Donc effectivement, il nous faut répondre à ces questions. Quels sont, et Philippe donc a montré un premier élément de réponse, hein, quels sont les effets de la transition écologique sur les emplois, qu'est-ce qui va être détruit, qu'est-ce qui va être créé, comment on va assurer les reconversions et les formations nécessaires, hein, c'est un enjeu crucial de la transition écologique et sociale, comment protéger les salariés qui vont voir leur emploi disparaître, sécuriser leur parcours professionnel, et puis il y a la question aussi de la démocratie, que produire, quoi produire, comment produire, hein, toutes des questions pour lesquelles on doit absolument prendre parole, nous en tant que société civile, et pour l'instant on ne nous demande pas souvent notre avis. Donc la première partie du rapport fait cet état des lieux et ce constat, et le constat que la croissance n'est pas une réponse donc, pour créer de l'emploi. On en a la preuve depuis des années. La deuxième partie, donc, c'est l'étude des emplois nécessaires pour la transition juste. Alors, on s'est basé sur, effectivement, les études existantes et on a accueilli pendant les réunions, évidemment, Négawatt. On a travaillé sur le scénario Négawatt 2011, puisque à l'époque, le 2017 n'était pas sorti, mais aussi, donc, sur d'autres études, on va très rapidement les balayer, et toutes, donc, montraient que les scénarios de transition proposés créent de l'emploi. Alors oui, là, je tenais à montrer à Philippe parce que je n'ai pas bien compris une des équations. Donc je profiterai de la pause pour lui demander. Mais c'était pour un petit clin d'œil pour vous montrer que les études qu'ils font, c'est... Ah ben oui, c'est des vraies études, hein, tu confirmes. Hein, vous voyez, hein, l'éducation populaire, ça marche. Bon, et donc, autrement dit, donc, diapo suivante, mais Philippe vous l'a détaillé, donc effectivement, on montre dans l'étude Négawatt les emplois gagnants, si on peut dire, bien que j'aime pas tellement cette expression, renouvelables, rénovation de bâtiments, transport en commun, sensibilisation, information, et les pertes d'emploi. Alors, on ne s'est pas appuyé que sur cette étude. Diapo suivante, on a aussi regardé l'étude AFTER, mais qui s'appuie sur le scénario Négawatt pour l'agriculture, l'étude ADEME 2016, donc, qui aussi montre qu'il y a une création d'emplois, et puis des études, diapo suivante, à des échelles territoriales, en particulier l'étude de Jean Gadret, donc pour la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Alors, ce qui est intéressant dans l'étude de Jean Gadret, c'est qu'au-delà des emplois purement, j'allais dire, transition énergétique, transition agricole, transition industrielle, il y a tout un volet sur les emplois à haute utilité sociale, hein, qu'il faut absolument créer pour accompagner donc la transition énergétique et pour que la transition énergétique soit aussi accompagnée d'une transition sociale. Hein. Donc, services à haute utilité sociale, vieillesse, handicap, jeunes enfants, éducation, culture, etc.
Et si vous avez la curiosité de lire cette étude territoriale, elle est très bien donc, argumentée pour le calcul de ces emplois. Et il aboutit à à des emplois donc, créés ou sauvegardés en 5 ans qui sont non négligeables. Une autre étude qui est intéressante aussi, territoriale, c'est l'étude Mieux vivre en Nord-Pas-de-Calais. Et effectivement, où là, l'association Virage Énergie Nord-Pas-de-Calais a étudié 250 leviers de sobriété et des leviers d'efficacité. Là aussi, ils aboutissent à des créations d'emplois. Diapo suivante. Et surtout, il y a, alors vous ne pouvez pas le voir de loin, je suppose, mais il y a une vision perspective de comment on vivrait en 2025 et 2050. Et on ne vit pas à la bougie, hein, donc effectivement. Et c'est assez joyeux de cette présentation que nous avait fait Mathieu Ledu. Je ne sais pas si tu étais là, Philippe, quand il avait fait. Mais en tout cas, bon, on avait un horizon. Vous voyez, après, on peut être perdant parce qu'on prend beaucoup l'avion et que là, on dit, bah, l'avion, hein, il va falloir... Hein, mais ça nous donnait une perspective. Et d'ailleurs, dans le gros livre Négawatt, que je n'ai pas lu en entier, mais j'ai lu des passages, il y a aussi tout un chapitre qui décrit effectivement comment on vivrait en 2030, 2050 si la transition écologique et sociale était mise en route dès maintenant. Et ça donne vraiment une vision, une perspective, et là vraiment on a envie de se battre pour que ça soit comme ça. Enfin, c'est ma perception des choses. Hein. Bon, je suis enthousiaste, donc tant mieux. Hein. Bon. Et optimiste, parce que sinon, franchement, travailler sur le climat, c'est la dépression assurée. Hein. Je vous assure, pour l'avoir vécu. Donc la seule réaction, c'est d'agir. Bon. Alors effectivement, bon, ben, vous avez compris, il y a des secteurs qui gagnent des emplois et des secteurs qui en perdent. Alors, ces études qu'on a regardées attentivement, leur but n'était pas de créer de l'emploi, c'était d'étudier, et tu me diras si je me trompe, c'était d'étudier l'impact sur l'emploi des scénarios de politique énergétique ambitieuse. Alors nous, on a été plus loin, puisqu'effectivement, on demande plus, puisque d'une part, on voudrait que la transition ait lieu plus vite, et surtout qu'elle soit aussi une des solutions au chômage et à la crise sociale. Donc effectivement, les chiffres, nous, qu'on propose, qui sont des estimations, sont plus importants que ceux qu'on trouve dans les scénarios que je vous ai présentés. En plus, on a élargi l'ensemble des métiers qu'on estime nécessaires à une transition sociale et écologique juste à des métiers qui ne sont pas strictement ceux de la transition énergétique, hein, ou de la mobilité, ou de la réhabilitation des bâtiments, ou des énergies renouvelables. Diapo suivante. Donc, effectivement, on a des chiffres on demande des créations d'emplois plus importantes. Alors, dans quel secteur? Dans le secteur de la rénovation, bien sûr, hein, ça c'est la précarité énergétique et le nombre absolument affolant de passoires énergétiques dans lesquelles vivent les gens, et c'est stupéfiant. La réhabilitation de ces passoires énergétiques est absolument une source d'emploi, bon, certes, pour lequel il faudra des qualifications et des reconnaissances beaucoup plus élevées probablement qu'à l'heure actuelle, et on sait que le monde du BTP, le boulot est dur, hein, mais voilà, il y a vraiment une source d'emploi urgente et créatrice d'emplois, créatrice de confort, créatrice d'économie. 330 000 emplois dans les énergies renouvelables, délocalisées, décentralisées, 50 000 emplois pour produire et manger sain et solidaire, hein, c'est donc à partir du scénario AFTER, hein, donc on a calculé ces nombres d'emplois, plusieurs milliers d'emplois, près de 30 000 emplois pour se déplacer autrement, hein, donc des trams, des chemins de fer qui desservent des localités qui ont été complètement abandonnées, la maintenance, des pistes cyclables. Mais diapo suivante, mais comme je vous le disais, on a élargi l'emploi, les emplois nécessaires à une transition
à tout un secteur d'action sociale, hein, et là vous avez par exemple la précarité énergétique qui touche 8 millions de personnes en France et qui est absolument dramatique puisque ces gens non seulement ont froid en dépensant 50% de leurs revenus dans un chauffage qui ne marche pas, mais en plus ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se déplacer. Mais aussi donc des créations d'emplois dans l'éducation, la recherche, les associations, la culture. Pourquoi? Parce qu'il faut changer, il faut recueillir, changer l'imaginaire des gens, recueillir tous les savoirs, tous les savoir-faire, et il y en a partout, dans plein d'endroits, et donc il faut absolument mobiliser toute cette énergie créatrice, et aussi dès l'enfance, donc donner un imaginaire un peu différent de celui qu'on enseigne, enfin bien que ça change. Et les événements festifs signalés dans la culture sont essentiels aussi pour faire adhérer les gens. Enfin, quand je dis festif, c'est vraiment, il faut que la transition donc imprègne tous nos secteurs d'activité. Alors, cette mesure, alors bien sûr, un des points clés, c'est aussi la formation initiale continue et la reconversion professionnelle, parce qu'effectivement, on va pas laisser, si on laisse les gens au bord du quai en disant bah, vous travaillez depuis 20 ans, vous vous défoncez dans une entreprise polluante et qui nous pollue ou qui est énergivore, on met la clé sous la porte et débrouillez-vous. Et ben, ils ne sont pas d'accord et ils ont bien raison de ne pas être d'accord si on les traite comme ça. Donc, le problème de la reconversion professionnelle, qui est un très difficile problème d'ailleurs, sera l'objet de réunions. On en a eu une déjà qui était intéressante mais dense. Alors, nos propositions dans ce rapport, donc, qui est pour passer aux actes. Alors, vous avez bien compris qu'on demande plus d'emplois que dans les scénarios énergétiques et des emplois plus rapides. Donc, on propose de créer une création d'emplois, 250 000 emplois à financement essentiellement public, labellisés transition écologique, 100 000 emplois transition écologique dans le secteur public. Donc, il y aura quand même pas mal de boulot à faire au niveau des politiques régionales, territoriales pour appliquer les plans climat, air, énergie, les schémas régionaux de développement durable. Et diapo suivante, soutenir les secteurs de la transition écologique pour créer 650 000 emplois. Diapo suivante, alors résoudre, et ça c'est un problème très difficile, l'opposition entre la protection du climat et la perte d'emploi dans les secteurs fragilisés par la reconversion, par une reconversion qui doit être réfléchie. En temps de crise, on l'a vu, c'est impossible. Les gens disent non, et voilà. Donc, si on les met devant les faits accomplis, eh bien, on a l'exemple donc de Fessenheim, on a l'exemple de Gardanne aussi, près de Marseille. Donc, pas de chômeurs écologiques du fait de politiques de transition. Donc, il faudra qu'on réfléchisse bien et qu'on anticipe bien tous les problèmes de reconversion. Mais si on ne fait rien, comme je vous disais, la transition, ce n'est pas une option. Diapo suivante. Il y aura des chômeurs climatiques à cause du dérèglement climatique. Alors là, ce n'est pas dans le rapport, mais il y a une étude, certes de perception, mais qui vient de sortir, dirigée par un Anglais dont je n'ai pas le nom, mais il y a plusieurs équipes, dont des équipes du CNRS en France qui ont participé, sur la perception du dérèglement climatique par les populations. Et donc, j'ai été étonnée, je l'ai parcouru très très vite, pour tout vous dire, mais j'ai été étonnée des résultats de cette étude qui sont parfois un peu contradictoires. Bon, c'est sûr que les enquêtes de perception, c'est pas facile à mener, mais plus de 60% en France de gens pensent ils vivent déjà des effets donc, du changement climatique. Donc, et c'est un peu étonnant parce que effectivement, bon, c'est sûr que la multiplication des inondations, des tempêtes favorise cette perception. Et dans cette étude, si vous la lisez, vous verrez aussi qu'ils sont massivement ouverts aux énergies renouvelables et que 23% simplement demandent le maintien du nucléaire. Bon. Donc,
Oui, j'ai presque fini. Donc, ensuite, assurer la qualité et la protection sociale des emplois. Donc, que ce soit des emplois dans la transition écologique ou pas, mais bon, ça c'est un boulot important. Hein. On veut des emplois de qualité avec des qualifications et une reconnaissance, puisque les emplois de la transition sont hautement justifiés socialement et ont une haute utilité sociale. Hein. Lancer des changements structurels pour adapter les emplois, on est tout à fait d'accord sur la RTT, hein, mais ce n'était pas l'objet de notre rapport. Hein, conditionner les dispositifs de soutien financier au secteur privé à la création d'emplois, ce que n'a pas fait du tout le CICE, par exemple. La troisième partie du rapport est consacrée au financement. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais la volonté politique. Des sources de financement, on en trouve. Et donc, dans le rapport, alors vous avez une version longue et une version courte. Hein, les ressources disponibles pour la transition, entre autres, sont nombreuses. Il y a l'évasion et la fraude fiscale. Il y a toutes les niches fiscales qui encouragent les énergies fossiles. Il y a l'élargissement de la taxation financière, des transactions financières, pour laquelle la France freine des cas de fer. Il y a la réorientation des investissements dommageables à l'environnement. Il y a la gestion monétaire fléchée, donc transition écologique, mais je pense que ma voisine saura parfaitement parler. Et les recettes de la taxe carbone qui ne sont pas actuellement, dont une toute petite partie simplement, elles sont déjà faites, mais une toute petite partie simplement sont affectées à la transition. Et le coût de la non-action qui est très important. Donc, franchement, l'argent existe, l'argent de la transition écologique et sociale existe, simplement c'est des décisions politiques. En conclusion donc de cette rapide panorama, voilà, le rapport est mis ce rapport donc est mis au débat public de façon à ce que le maximum de gens puissent s'en emparer, en débattre, l'analyser, le critiquer, l'enrichir, et que effectivement maintenant dans l'esprit des gens on associe la transition écologique à la justice sociale et à la création d'emplois et pas l'inverse. Donc un site, si vous ne le connaissez pas déjà, donc le site Emploi Climat, qui est régulièrement mis à jour selon les forces disponibles, mais je veux dire que David, du collectif Roosevelt, fait un travail absolument formidable sur cette question. Bon, il reste encore beaucoup de questions, on en a tout à fait confiance, hein, tout à fait conscience, mais on a confiance aussi dans, voilà, un lapsus révélateur, mais on a confiance aussi dans la capacité, une fois que les gens auront compris que les enjeux climatiques et les enjeux sociaux sont vraiment intimement liés et qu'il faut se battre pour cette société-là, on a confiance dans l'avenir. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On ne baissera pas les bras. Voilà.